Alors que tout le monde s'attendait à ce que les discussions prennent fin aujourd'hui, surprise, Washington a décidé de prolonger le suspense jusqu'à lundi. Un petit tour de vis signé des États-Unis qui ne se contente plus d'observer, mais force la main aux protagonistes, Maroc, Algérie, Mauritanie et Front Polisario, à rester à la table, même si les chaises grincent. L'envoyé spécial de Donald Trump, fidèle à la tradition du secret bien gardé, avait mis un cadenas sur la communication. Pas de fuite, pas d'éclat. Tout devait se jouer derrière des portes closes. Et c'est justement derrière l'une de ces portes, à Madrid, que le dossier a ressurgi. Pas par hasard. La capitale espagnole, choisie comme décor discret mais hautement symbolique, est devenue le théâtre d'une réunion stratégique à huis clos, pilotée par l'ambassade américaine. Lieu choisi, certes, mais surtout signal envoyé. Washington ne veut plus rester en coulisses, elle veut rebattre les cartes, bousculer les certitudes et faire asseoir tout le monde, peu importe les susceptibilités, les contentieux ou les vieilles blessures diplomatiques. Pas un mot, pas une image, pas le moindre écho officiel. Ce mutisme organisé autour de la réunion était presque un communiqué en soi, à croire que le silence était le message. Dans l'ombre, seules quelques indiscrétions filtrent. Washington jouerait des coudes, pressant tout le monde d'accélérer le tempo pour accoucher, dans quelques mois, d'un plan cadre suffisamment élégant pour être présenté comme une victoire diplomatique made in USA. Derrière cette mise en scène feutrée, un casting tout sauf banal. Les mêmes 4 acteurs, Maroc, Algérie, Mauritanie, Front Polisario, réunis sous le regard attentif d'un duo de poids lourds. Staffan de Mistura pour l'ONU et le représentant américain à l'ONU pour sceller le sérieux de l'opération. Ce n'est donc plus une affaire secondaire perdue entre 2 paragraphes de rapports diplomatiques. Non. Ce dossier s'invite désormais à la grande table des enjeux mondiaux, là où se brassent les équilibres géopolitiques, les routes du commerce, les flux énergétiques et les calculs froids autour de la stabilité du Maghreb. Quand les États-Unis évoquent la paix, ne vous fiez pas uniquement à la carte qu'ils pointent du doigt. Ce qu'ils scrutent surtout, c'est ce qui se cache en arrière-plan. Les pipelines rouillées, les alliances figées, les douanes verrouillées depuis des lustres et les pactes gelés au fond des tiroirs diplomatiques. Cela fait des années que chaque camp campe sur ses positions, récite son récit comme un refrain sacré, et s'abrite derrière ses limites politiques ou juridiques. Mais le simple fait de partager la même table, même contraint, même à contre-cœur, dit quelque chose de fort. Car la politique, ce n'est pas que des promesses lancées sous les projecteurs, c'est aussi l'art de manier les contraintes, de lire le terrain brut. Et justement, le terrain, lui, parle clair. Ce conflit a tout lessivé. Les acteurs, la région, les espoirs d'un Maghreb uni. Frontières cadenassées, intégration à l'arrêt, potentiel gâché. Le résultat est sans appel. Un gâchis géopolitique à ciel ouvert, dans l'une des zones les plus riches en ressources humaines et naturelles de la planète. Quand les Américains se mettent à parler de commissions techniques, de juristes permanents et de nouvelles cartes, ce n'est pas pour meubler la conversation avec des grandes envolées lyriques. Non, le but est clair. Faire descendre le débat de l'altitude des slogans vers le sol ferme des dossiers concrets. En gros, remplacer les effets d'annonce par des plans d'action, même si certains risquent d'y laisser quelques plumes. Les rares échos qui ont filtré laissent entendre que l'accent a été mis sur les outils, les rouages, les mécaniques, bref, sur le comment, bien plus que sur le pourquoi. Le défi? Réunir sous un même toit des concepts souvent opposés. Autonomie, autodétermination, sécurité régionale, intérêts nationaux.
Et si le dossier a traîné aussi longtemps dans les sables mouvants de la diplomatie, ce n'est pas un hasard. Chaque tentative s'est écrasée contre des plafonds, juridiques, politiques ou mentaux, et toute proposition, même honnête, a d'abord été soupçonnée avant d'être examinée. Comme si chaque mot sentait déjà la trahison. Ce qui change la donne cette fois, ce n'est pas juste la réunion en elle-même, mais l'intensité de la pression exercée, le ton bien plus direct dans les discours, et surtout cette stratégie américaine d'imbriquer le dossier saharien dans un puzzle régional plus vaste. On ne parle plus simplement d'un désaccord frontalier. Tout est lié désormais à la réouverture des postes frontières, au retour des liaisons aériennes et à la relance du gazoduc Maghreb-Europe, longtemps à l'arrêt. En gros, Washington envoie un message limpide. On ne découpe pas les problèmes au scalpel, il faut jouer collectif. Impossible, dans cette optique, de séparer le huis clos de Madrid des grandes manœuvres géopolitiques en cours. Les grandes puissances ne cherchent plus des patchs temporaires, mais des zones durables, stables, ouvertes aux capitaux, aux barils de pétrole et aux cargos de marchandises. Et l'Afrique du Nord, avec sa position de carrefour entre Méditerranée, Europe, Afrique subsaharienne et Atlantique, est trop stratégique pour qu'on laisse traîner des conflits gelés. Quand les Américains s'activent, ce n'est jamais pour le plaisir d'arrondir les angles. Sous le vernis du discours diplomatique, c'est une logique d'intérêt bien rodée qui pilote la manœuvre, emballée joliment sous les mots paix, sécurité, coopération. Chaque protagoniste de cette pièce diplomatique entre en scène avec ses valises pleines de rancune et ses mémoires plombées par des décennies de tension. Le Maroc brandit le Sahara comme une partie intégrante de sa souveraineté, sans discussion possible. En face, l'Algérie campe sur sa posture de défenseur acharné du droit à l'autodétermination et de terre d'accueil pour les réfugiés sahraouis. Le Front Polisario, lui, s'accroche bec et ongle à sa vision d'indépendance totale, tandis que la Mauritanie, en funambule avisé, tente de jongler entre bon voisinage, intérêts nationaux et stabilité fragile. Dans ce dédale d'intérêts entremêlés, la solution ne peut reposer sur de simples textes de loi. Il faut une véritable architecture politique, pensée dans le détail, articulée autour de garanties solides, de phases mesurées et de mécanismes rigoureux pour que chaque engagement devienne réalité. Et puis, il y a Madrid, officiellement discrète, mais en coulisses bien présente. L'Espagne ne prend pas la lumière, mais elle garde un œil attentif, histoire oblige. L'arrivée du chef de la diplomatie marocaine, ses entretiens prévus avec son homologue espagnol et l'émissaire onusien trahissent cette volonté de rester dans le circuit sans froisser ni Bruxelles ni Rabat. En revanche, la différence de traitement accordée aux représentants du Polisario en dit long sur la gymnastique diplomatique espagnole, tiraillée entre loyauté européenne, réalité bilatérale et tensions politiques internes. En clair, ce n'est pas un énième sommet symbolique. C'est un crash test pour mesurer si l'on peut, enfin, sortir de la logique du chacun pour soi et embrasser celle, plus difficile, du compromis intelligent. Oui, les positions sont encore aux antipodes. Le chemin reste semé d'embûches. Mais s'asseoir, dialoguer, concevoir des plans techniques, c'est déjà admettre que l'immobilisme ne mène plus nulle part.
ce qui se joue ici dépasse une simple dispute de territoire. C'est l'avenir d'un Maghreb morcelé, le sort de peuples fatigués par les murs, les silences et les rendez-vous manqués. Si un souffle d'espoir arrive à s'y glisser, même minime, ce sera une victoire collective. Si ce round échoue, le dossier ne disparaîtra pas. Il retournera simplement sur l'étagère de l'attente, plus poussiéreux, plus lourd, et avec une facture politique encore plus salée. Entre l'option du blocage et celle du possible déblocage, la diplomatie tente de garder l'équilibre. Les tractations se poursuivent, les stratégies s'affinent et quelque part, l'espoir s'accroche à une équation fragile, celle d'un compromis qui viendrait enfin briser la malédiction d'un conflit à rallonge. Car ce qui se joue ici dépasse de loin une querelle de frontières ou une dispute cartographique. C'est un véritable test de maturité pour toute une région enfermée trop longtemps dans un cycle d'affrontements larvés, de rancunes mal digérées et de passés jamais apaisés. Pendant des décennies, ce conflit n'a pas seulement divisé, il a été recyclé à volonté pour nourrir les peurs, justifier les impasses et renforcer les identités de repli. Bien souvent, on l'a préféré comme prétexte à l'immobilisme plutôt qu'en point de départ pour des choix courageux. Le simple fait que toutes les parties soient enfin réunies, sous pression certes, mais autour d'une même table, marque une rupture. Même si elle reste timide, instable et sujette à rechute. Imaginez qu'un accord magique pourrait surgir du jour au lendemain serait naïf, voire dangereux. Ce processus est un labyrinthe d'histoires entremêlées, de douleurs encore vives et de mémoires qui ne s'oublient pas d'un claquement de doigts. Les blessures sont là, les méfiances solidement enracinées, et les récits contradictoires tiennent encore lieu de boussole pour chacun. Pourtant, en politique, les grandes révolutions commencent souvent par des gestes minuscules. Un mot mieux pesé, une posture qui s'assouplit, une main tendue, même à contre-cœur. C'est peut-être ça, la vraie nouveauté du moment. On passe lentement d'un déni obstiné à une gestion lucide du réel. Résultat, un développement à l'arrêt, une région qui avance au ralenti et une incapacité chronique à faire front commun face aux urgences économiques, aux défis sociaux ou aux menaces sécuritaires. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, les lignes bougent, les stratégies se réécrivent, les priorités s'ajustent. Et pendant que les autres s'adaptent, ici, on s'agrippe à un conflit figé. Aujourd'hui, maintenir le statu quo n'a même plus l'allure d'une option politique. C'est devenu un luxe hors de prix que plus personne ne peut se permettre. Les pressions internationales ne font que souligner une évidence. Il est grand temps de dépoussiérer les équilibres régionaux et de quitter le mode affrontement par défaut. Pour les puissances étrangères, et tout particulièrement les États-Unis, ce dossier n'est plus une question de principe ou de symbole. Ce qui est en jeu, c'est une vision beaucoup plus vaste, celle d'une région stable, connectée, énergétiquement stratégique et économiquement fluide. L'objectif? Empêcher que de nouveaux foyers de crise viennent s'ajouter à une carte déjà saturée de tensions. Voilà pourquoi la question saharienne est désormais intégrée dans un cadre bien plus large, qui mêle ouverture frontalière, partenariat économique, liens bilatéraux et lent processus de normalisation politique. Est-ce une approche froide et calculée? Peut-être.
mais c'est surtout une lecture lucide du monde actuel. Aucun conflit ne vit en vase clos. Tout s'imbrique, tout s'influence. Et ignorer l'environnement géopolitique, c'est se condamner à tourner en rond avec les mêmes erreurs. Pour les acteurs directement impliqués, la marche est haute et le dilemme à double tranchant. D'un côté, il faut tenir bon sur les valeurs fondatrices, les fameuses lignes rouges qu'on ne franchit pas. De l'autre, il faut aussi admettre que rester figé dans l'intransigeance n'a jamais débouché sur une paix durable. Et ce n'est pas tout. Il faut encore réussir à préparer l'opinion publique à une vérité souvent difficile à avaler. Tout compromis implique forcément des sacrifices, des révisions de position et parfois même des renoncements partiels à des idées qu'on a longtemps considérées comme sacrées. Et là, ça devient délicat. Car on touche au cœur. L'identité collective, la mémoire historique et toute la narration que chaque peuple s'est construite autour de son passé. Tant qu'un travail de fond, à la fois symbolique et politique, n'aura pas été mené sur ces sujets sensibles, aucune signature, aussi bien ficelée soit-elle, ne tiendra vraiment debout. Certes, à première vue, parler de commission technique, de procédures juridiques ou de plan de travail permanent peut sembler bien loin des grandes envolées patriotiques et des discours martelés à coups de slogans. Mais c'est souvent dans ces salles feutrées, remplies de paperasse et de silence, que naissent les compromis les plus solides. C'est là qu'on définit les règles du jeu, qu'on pose les échéances, qu'on clarifie ce que les mots veulent vraiment dire et qu'on prévoit les garde-fous. Sans cette base concrète, les plus belles intentions ne resteront que de belles promesses sans lendemain. Ce travail, souvent invisible, demande du temps, de la rigueur et beaucoup de patience. Car le temps, justement, est une arme à double tranchant. Trop lent, il engendre frustration, radicalisation et un éloignement croissant de toute solution réaliste. Trop rapide, il accouche d'accords bâclés, mal digérés, imposés de l'extérieur et rejetés par les populations concernées. Trouver l'équilibre entre urgence et prudence, c'est là tout l'enjeu. Avancer sans précipiter les choses, mais sans s'embourber non plus. Voilà l'équation délicate à résoudre à cette étape charnière. Dans ce labyrinthe d'intérêts croisés, les médiateurs et puissances extérieures ne peuvent plus se contenter de jouer les entremetteurs de surface. Organiser des réunions ou signer des communiqués ne suffit plus. Ce rôle demande bien plus. Une présence constante, une oreille attentive, mais aussi une colonne vertébrale solide pour défendre certains principes non négociables. La stabilité, le respect des peuples concernés et la vigilance face à toute résurgence de violence ou d'exclusion. Ce qui donnera du poids à ce processus, ce n'est pas le volume des discours, mais la cohérence des actes. Ce sera la capacité des intervenants à tenir la ligne face aux manipulations à court terme, à ne pas perdre de vue l'essentiel dans le bruit tactique. Car derrière les jeux géopolitiques, il y a des vies, des familles entières plongées depuis trop longtemps dans l'attente, le doute et parfois la survie. Quand on parle de souveraineté ou de frontières, ce ne sont pas que des notions abstraites. Elles prennent chair dans les réalités quotidiennes des gens qui en subissent les conséquences directes. Une paix solide devra donc s'enraciner dans le réel, offrir non seulement des traités, mais aussi un horizon. Une stabilité tangible, un espoir de développement, une dignité retrouvée. Ce processus n'est pas la promesse d'une victoire rapide, mais peut-être celle d'un terrain neuf, où l'on parlera enfin au lieu de s'affronter. Un espace fragile, certes,
vulnérables aux tensions et aux retournements, mais porteurs d'un signal fort. Les conflits ne sont pas éternels. À la fin, ce ne sont pas les grandes déclarations qui feront la différence, mais la volonté des acteurs à aller au bout de ce chemin long et sinueux, à condition qu'ils avancent avec patience, qu'ils offrent des garanties mutuelles et surtout qu'ils recréent un climat de confiance par des gestes concrets. L'avenir de ce dossier dépend aussi de la capacité collective des sociétés concernées à se projeter dans un futur fait de coopération plutôt que de défiance, où les richesses humaines et naturelles servent enfin à bâtir, pas à diviser. Si cette dynamique prend racine, même partiellement, alors on pourra peut-être un jour regarder ce moment comme le vrai début du changement. Sinon, ce sera un énième chapitre d'occasion gâchée, et l'immobilisme continuera de dicter la suite.